Ben, je pense qu'on peut commencer. Bienvenue. Aujourd'hui, on a un invité, Ricky Richard, que plusieurs d'entre vous connaissez. Peut-être qu'il y en a qui connaissent moins Ricky. Donc, je vais vous donner quelques éléments biographiques sur Ricky, puis après ça, je vais lui laisser la parole. Donc, Ricky, c'est quelqu'un de la région qui vient de Haute-Aboujagan, ce que j'ai appris. A été fonctionnaire au commissariat aux langues officielles à Ottawa de 2003 à 2014 en tant que gestionnaire et comme analyste de politique et de la recherche. Ricky s'est particulièrement penché sur la partie 7 de la loi sur les langues officielles. Donc, il a travaillé notamment avec Diana Dan, Graham Fraser, je pense que c'est les deux commissaires avec qui tu as travaillé. Ricky a été professeur en sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Il a fait ses études de doctorat. Il détient une maîtrise en sciences politiques de l'Université Laval, un baccalauréat en sciences sociales ici avec une spécialisation en sciences politiques, ici à l'Université de Moncton. Il est blogueur au HuffPost. C'est ça qu'on prononce? HuffPost? HuffPost Québec, oui. HuffPost Québec. En matière de francophonie canadienne, de politique linguistique, de vitalité des communautés en milieu minoritaire. Il a publié plusieurs articles, il y en a qui ont peut-être vu circuler les articles, dans plusieurs médias, l'Acadie Nouvelle, Astor, Saint John Telegraph, Le Droit, Fredericton Daily Gleaner, Moncton Times and Transcript, Toronto Star, Montréal Gazette et Le Devoir, donc très actif. Ce midi, Ricky Richard va nous parler du contexte linguistique actuel et de ce que peut et doit faire la francophonie pour éviter les écueils qui se dressent devant elle. C'est une présentation qui va durer de 20 à 25 minutes. On est assez flexible, mais on tient à garder une période de discussion d'au moins une demi-heure, peut-être un petit peu plus. Je te laisse la parole, Ricky. Merci beaucoup, Eric. Merci aussi à Azur qui a organisé avec Eric cet accueil. Là, je voudrais vraiment dire que le travail de l'Institut est vraiment reconnu à Ottawa au niveau des langues officielles. Donc, ils font de l'excellent travail. Je pense qu'on peut le souligner. Puis, je les remercie de m'accueillir si chaleureusement aujourd'hui. Donc, allons-y gaiement parce que je veux m'en tenir à mon texte. Surtout, comme Eric a dit, on veut dialoguer ensemble. Je pense que c'est une question qui se prête à la discussion. Donc, ma conférence n'a aucune prétention universitaire. Je suis un fonctionnaire fédéral, comme Eric a dit, depuis 16 ans, en matière de politique publique. Donc, mon boulot, c'est de donner des conseils politiques aux fonctionnaires et aux décideurs. Donc, j'ai décidé de partager certaines de ces réflexions avec vous aujourd'hui. Et je n'ai pas non plus la prétention d'être un expert au niveau des politiques linguistiques provinciales, ou d'être au fait de tous les débats en Acadie, au Nouveau-Brunswick. Ça fait plus de 25 ans que j'ai quitté l'Acadie, même si elle est toujours très chère. Alors, il y a eu un débat en Acadie au niveau de ce qu'on peut appeler l'Acadie de la diaspora. Il y a eu l'Acadie où les gens d'ici, de l'Acadie d'ici, qui ont critiqué un peu la trop grande place que prenaient les gens et les Acadiens d'ailleurs. Et je m'identifie clairement et fièrement comme un Acadien de la diaspora. Même si je ne vis plus en Acadie territoriale, moi, c'est important pour moi l'Acadie. Je respecte vos choix collectifs, mais j'ai des êtres chers qui vivent toujours en Acadie, alors je ne vais pas me taire pour autant. Parce que vos choix collectifs se répercutent sur ma famille. Et donc, même si je ne vis plus ici, j'exige et je prends parole. J'ai aussi une troisième remarque, l'énorme privilège de vivre en milieu majoritaire francophone au Québec. Mais dans mon cœur, puis dans ma tête, je suis toujours un minoritaire. Donc, j'ai toujours l'expérience puis le vécu du minoritaire dans mon schème de pensée. Dernièrement, aujourd'hui, dernier point, aujourd'hui, je prends la parole, mais c'est comme un citoyen. Évidemment, je suis un fonctionnaire, je ne représente aucunement le gouvernement du Canada, je ne représente aucunement le commissariat aux langues officielles, bien que j'y ai travaillé. Et c'est clair pour moi, dans mon esprit, depuis au moins le 1er décembre, lorsque je suis allé à la manifestation à Ottawa, que mon attachement envers la francophonie est beaucoup plus grand que mon devoir de loyauté envers le gouvernement du Canada.
Le plan de ma présentation, bon, vous pouvez suivre, il y a 4 grands morceaux. Premièrement, je vais commencer en parlant un peu du contexte de la dualité linguistique qui est ici. Deuxièmement, je vais faire un diagnostic ou les écueils. Troisièmement, je vais parler un peu d'une discussion autour du commissariat aux langues officielles au Nouveau-Brunswick. Puis enfin, quelques pistes ou des actions envisagées pour l'avenir. Donc, on va larguer les amarres. En Acadie ou en Chédiac, on dirait des colons. Puis, c'est pour les gens dans le nord-ouest, on dirait embrayons. T'es content, c'est bon? T'es content, Jean-Marie? Embrayons. On embrayons. Embrayons. Donc, le contexte linguistique du Canada, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Acadie n'agit pas dans un vacuum. Donc, pour qu'on puisse se mobiliser, il faut prendre acte du contexte canadien. L'Acadie n'est pas seule, fort heureusement. Les forces sociales qui traversent l'Acadie ont aussi cours ailleurs au pays. Et donc, les Acadiens ne se mobilisent pas dans un vacuum. Il y a d'autres organisations auxquelles elle est bien branchée. Le réseau associatif, l'Action communautaire francophone est toujours là. Et c'est une bonne chose. Mais comme vous savez, le contexte social et politique canadien n'est pas toujours si joyeux, n'est pas toujours rose. Et je ne ferai pas l'énumération de toutes les choses qui sont produites au Canada, mais vous les savez plus bien que moi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le statut minoritaire en Acadie, on a tendance à l'interpréter au niveau de la démographie, au niveau des nombres, mais ce n'est pas tellement là qu'il faut le savoir. C'est que le statut minoritaire, c'est une question de rapport de force, c'est une question d'impuissance sociale, économique ou politique. Et que l'Acadie, si elle est minoritaire, et d'autres francophones, s'ils sont minoritaires, c'est surtout parce qu'il y a un rapport de force qui est rarement en leur avantage. Et donc, on pourrait se demander s'il y a un état de siège en francophonie canadienne. Je ne poserai pas le diagnostic, mais je pense qu'il faut y réfléchir. Donc, les écueils ou qu'est-ce qui se passe en Acadie, comment on pourrait poser un diagnostic. Comme je l'ai déjà dit dans un gazouillis, c'est pas parce que certains nous mènent la vie dure en francophonie que les francophones vont baisser les bras pour longtemps. La francophonie a été forgée au gré de revers et de résilience. Nous sommes habitués à cette résilience-là et à essuyer des revers, mais ça ne veut pas dire qu'on aime cela. Donc, s'il faut regarder qu'est-ce qui est en face de nous, quels sont les écueils que devraient éviter les francophones, d'abord, je pense qu'il faut craindre les formes extrémistes et extrémisantes du populisme. Le populisme n'est pas mauvais en soi, mais c'est que certaines personnes animent cette grogne populaire, profitent du mécontentement pour l'amplifier, et ça sert leurs intérêts. C'est pas tellement le populisme qui nuit aux francophones ou à l'Acadie, mais c'est plutôt la division sociale et la radicalisation qu'elle engendre, ce populisme-là. Donc, au Nouveau-Brunswick et au Canada, on le sait, il y a une montée de l'antibilinguisme, ce que j'appelle l'intolérance à la différence, et des gens qui expriment des vues politiques qu'on ne voyait pas 20 ans passés. On pourrait dire ça, en quelque sorte, c'est une forme de politique de la revanche ou du ressentiment. Et dans un texte, j'ai parlé de ce que j'appelais à ce moment-là la disparition du civisme politique au Nouveau-Brunswick. C'est que le manque de civisme, le manque d'égard à l'égard de ses concitoyens fait en sorte que ça crée une politique des extrêmes. Et donc, ce manque de civisme-là, c'est à la fois une source et la conséquence des politiques des extrêmes. Une façon de la caractériser, c'est comme une espèce de rage au volant politique. Les gens se conduisent, les gens sont stressés, les gens ont plus de patience pour certaines choses. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des gens tout à fait raisonnables, autrement dit, qui perdent la carte au moment même où on parle de questions linguistiques, où on parle de langue, où on parle de la place du français au Nouveau-Brunswick. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ces gens-là ne sont pas foncièrement méchants. Les gens ne sont pas forcément mal intentionnés, mais des conditions qui les poussent à agir de la sorte et à dire des choses qu'autrement ils ne diraient pas. Donc, cette façon revancharde de faire de la politique assombrit le débat public. Et le dilemme, c'est que si cette politique de division, elle perdure, elle s'allonge dans le temps, à mon avis, il pourrait y avoir des conséquences très graves pour l'harmonie sociale. Il risque aussi d'avoir une marginalisation grandissante des groupes minoritaires, et il pourrait avoir même une perte des confiances de ces groupes-là à l'égard des institutions publiques. Donc, les conséquences sociales et politiques du manque de civisme,
ou du discours extrémisant de ce que Diane Adam appelait le tissu social canadien. Donc, ce discours extrémisant effiloche le tissu social. Et ce qui est malheureux, c'est que certaines personnes travaillent allègrement à la destruction de cette harmonie sociale et linguistique-là. Les gens semblent aussi inventer des méchants. On s'invente des méchants. On fait peur aux gens en disant, bien, ces gens-là sont radicaux. Et on utilise en quelque sorte la position d'autorité de certaines. Certaines personnes utilisent leur position pour abaisser les autres. Et c'est ce manque de civisme-là, le manque de savoir-faire, l'idée de tout blanc, tout noir, l'idée que vous êtes soit avec nous ou contre nous, c'est ça qui nous éloigne du vivre ensemble. C'est ça qui détruit le tissu social canadien. Et la question se pose à savoir comment on peut bâtir un vivre ensemble, comment on peut constituer le tissu social lorsqu'on nie les droits de certaines communautés linguistiques ou lorsqu'on nie même l'existence de ces communautés-là. Une autre façon de poser la question, c'est est-ce qu'on peut dialoguer avec des gens qui ne nous reconnaissent pas notre existence ou qui ne nous reconnaissent pas comme étant des égaux? C'est plutôt difficile à dialoguer avec des gens qui ne vous reconnaissent pas, mais il y a des choses qu'on peut faire. Et je pense que c'est important pour l'Acadie de dialoguer avec les personnes les plus raisonnables, avec les gens qui nous reconnaissent comme des égaux. Il importe, à mon avis, de travailler à réaliser des objectifs collectifs communs avec les autres communautés linguistiques et avec les communautés autochtones aussi. Donc, les francophones ont le devoir, ou je les invite à tout le moins, de se mobiliser et de se mobiliser dans le respect d'autrui. Ça va pour le temps, Luc? Ah oui, c'est bon. Okay. Pas trop vite? C'est bon. C'est une dizaine de minutes, là. OK, donc on va passer à la prochaine diapo. Le commissariat aux langues officielles de la province. Par un concours de circonstances, la commissaire d'Entremont a démissionné à un moment charnière de la politique provinciale, où il s'annonçait une campagne âprement disputée au niveau des questions linguistiques. Vous savez, on vient de vivre cette campagne-là. Mais ce qui est arrivé avec cette campagne, c'est que ça a donné une opportunité à certaines personnes, à certains groupes, de cibler le commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick. Donc, tous les procédés, tous les écueils que j'ai mentionnés tout à l'heure, ils avaient cours en ce moment. Donc, toutes ces forces-là jouaient un peu à l'encontre du commissariat, puis ça a, à mon avis, envenimé le débat linguistique. Donc, le commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick devient le souffre-douleur de toutes personnes qui sont mécontentes de leur situation socio-économique personnelle ou de l'état des finances publiques. Donc, ces détracteurs, je devrais dire, pardon, le commissaire aux langues officielles, le commissaire Cavier, fait de l'excellent travail, à mon avis. Il est intervenu sur la place publique courageusement et fort heureusement. Il a défendu les politiques linguistiques. Mais on dirait que cette grogne populaire-là, qui est exagérée par certaines personnes, semble dépasser ce qu'il est capable de faire lui tout seul. Donc, il y a une question de contexte, il y a une question sociale. Et c'est pas facile de réaliser cette mission-là avec des moyens, somme toute, limités. Donc, les détracteurs ne s'arrêtent pas à attaquer les symboles du bilinguisme ou de la dualité linguistique. Ils s'en prennent directement au commissaire. Ils s'en prennent directement, en fait, au rôle qu'il joue, de commissaire indépendant, et une personne qui est mandatée par l'Assemblée législative de faire la promotion de la dualité linguistique dans la province. D'autres personnes les critiquent moins directement et ils se font plus discrets, mais ils participent non moins de ce qu'on pourrait appeler une stratégie de l'effritement. Donc, au lieu d'attaquer directement le commissaire aux langues officielles, on met en œuvre une espèce de stratégie d'effritement. C'est que par la bande qu'on critique son travail ou qu'on mine son travail. Et par cela, on peut parler le sous-financement chronique du commissaire aux langues officielles, que si on n'a pas les moyens de faire le travail qu'on doit faire, c'est très difficile de l'accomplir. On retarde la nomination du prochain commissaire. Évidemment, un commissaire Carrier, il a réalisé 2 mandats, il a fait ce travail-là, mais on ne peut pas lui demander de faire le travail indéfiniment. Et on laisse planer le doute sur la suite des choses. Aussi, on semble reléguer les questions des langues officielles en arrière-plan.
Aussi, je trouve qu'on a un peu de difficulté à rétablir les faits. On semble frileux à défendre la place des droits linguistiques ou même aux avantages du bilinguisme sur la place publique de peur de faire peur aux gens. Et à mon avis, il y a un manque de transparence par rapport à l'avenir des langues officielles, par rapport aussi au processus de nomination. Donc, c'est toutes des façons qu'on pourrait dire qu'on effrite un peu le mandat du commissariat indirectement. Et je dirais même que même au niveau des francophones, on sent comme une espèce d'érosion de l'adhésion populaire au mandat du commissaire. Les gens ne se mobilisent pas autour du commissaire ou du commissariat comme ils le faisaient jadis. À mon avis, on devrait porter beaucoup plus attention à ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours en Ontario. En Ontario, ce qui s'est produit, c'est qu'on s'en est pris, non pas au commissariat au service en français dans son ensemble, on s'en est pris à la personne. On a éliminé le poste de commissaire et on a dit, ben, le commissariat va toujours continuer, mais il ne va pas avoir son indépendance et il va relever d'un autre ombudsman. Et donc, est-ce que c'est vraiment un commissariat si on a miné son indépendance et son autonomie? À mon avis, c'est une habile stratégie, s'il y a vraiment une stratégie des gens qui la mettent en œuvre. C'est que dans le fond, on coupe les ailes du commissaire et on existe toujours un commissariat, donc c'est l'ombre de ce qu'il devrait être. Et je me pose la question, est-ce que c'est le même procédé ou le même modus operandi qui pourrait être mis en œuvre en Acadie? Je ne souhaite pas. Il faut dire aussi que c'est pas facile pour des gouvernements d'avoir un commissaire linguistique dans les pattes. C'est pas tous les gouvernements qui acceptent aussi ouvertement cette critique-là. C'est une fonction un peu ingrate. Et ça prend du courage politique pour que la province ou le fédéral accepte d'être critiqué. Mais à mon avis, un travail, des politiques publiques ou des grandes décisions de société, si on n'est pas capable, s'ils ne tiennent pas la route d'elles-mêmes, s'ils ne sont pas capables d'accepter une critique constructive, qui est ce que le travail que fait le commissariat linguistique en province, mais ultimement, un travail bien critiqué, de façon constructive, ça mène ultimement à des meilleures décisions, à des meilleures politiques publiques, donc on devrait s'ouvrir à cette critique-là. Donc, là où je me questionne, et je n'ai pas la réponse, vous l'avez peut-être, c'est que est-ce qu'on est dans une situation où il y a une attaque frontale vis-à-vis le commissaire aux langues officielles de la province, ou est-ce que c'est plutôt un effritement par la base? Et moi, je me dis, est-ce qu'il faut attendre que le couperet tombe? Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait une décision très désastreuse qui se prenne pour s'activer? Je me pose la question, pourquoi les francophones se soucient pas suffisamment de ces choses-là? Il me semble qu'il y aurait raison... matière à s'inquiéter, à tout le moins se prononcer publiquement sur ces questions-là. Là, j'arrive à la quatrième section de ma présentation. Donc, j'ai posé un diagnostic avec vous un peu plus tôt. Là, c'est en parlant un peu des remèdes ou des vaccins pour se prémunir de ce qui est l'intolérance ou de la montée de l'intolérance et de l'antibilinguisme. Évidemment, je n'ai pas de solution miracle, vous n'en avez pas non plus, mais il y a certaines choses que les francophones et les leaders peuvent faire pour se prémunir contre ces dangers-là. Et la question qui se pose, c'est comment les francophones et les Acadiens peuvent naviguer pour contourner un peu les dangers, les écueils que j'ai identifiés plus tôt. Donc la présentation avait pour titre « Largons les amarres », parce que là, je veux dire que les francophones et les Acadiens devraient s'activer, ne devraient pas rester impassibles, devrait cesser de regarder le train qui passe. Dans le fond, il devrait quitter le quai. Et par cela, c'est que les détracteurs du bilinguisme officiel, ils ne donnent pas de quartier. Ils se pardonnent, ils ne font pas d'excuses, ils font ce qu'ils ont à faire. Et je me demande pourquoi les Acadiens ne se réveillent pas ou ne répliquent pas à cette montée de ce discours-là. Évidemment, il ne faut pas encourager la violence ou l'intolérance à notre tour. La mobilisation dont je parle, ce n'est pas l'idée d'attaquer les positions des autres. Il s'agit simplement d'une question d'assumer qui on est, d'assumer son identité collective, de prendre sa place, tout en respectant ses concitoyens, puis en admettant qu'on est dans une société libre, ouverte et démocratique. Donc,
l'invitation auquel je vous convie, c'est l'idée de contourner les écueils et pas forcément de foncer dans le tas ou de sciemment blesser ou d'attaquer d'autres personnes. Donc, pour rester un peu fidèle à l'analogie maritime que j'avais dans mon titre, c'est qu'il faut avoir quelques points repères, il faut avoir un peu les points cardinaux de notre boussole pour naviguer et contourner les écueils que j'ai identifiés. Donc, le premier point de repère de notre boussole, c'est que c'est la Constitution et le politique. Le politique, c'est le système politique. C'est l'ensemble des règles qui régissent l'action politique. Comme j'ai dit plus tôt, la promotion de la dualité linguistique ne se fait pas dans un vacuum. Il y a un cadre politique qui nous sert plutôt bien. La loi fondamentale du pays, la Constitution du Canada, reconnaît l'égalité des deux communautés linguistiques au Nouveau-Brunswick. Il me semble que c'est un énorme gain qui a eu lieu en 1981, qui a été enchâssé dans la Constitution canadienne en 1993, puis on dirait que les francophones et les Acadiens ont peur de se servir de cet outil-là. Il faut rappeler que les francophones, ils ont des droits et que ceux-ci doivent être respectés. Les droits linguistiques sont fondamentaux. Ce n'est pas des à côté, ce n'est pas des droits accessoires. C'est fondamental. C'est sur quoi le pays est bâti. Et on s'en oublie. Donc, si on ne peut pas avoir recours aux droits linguistiques quand ça compte, est-ce que c'est véritablement une protection de l'identité linguistique? Et donc, les Acadiens, à mon avis, devraient se rappeler et réclamer haut et fort qu'ils ont des droits linguistiques. C'est une question de respect. C'est une question de respect fondamental. La justice, les tribunaux, en principe, penchent légèrement du côté des francophones, notamment ceux qui vivent en milieu minoritaire, parce qu'ils ont des droits linguistiques. Deuxième point, deuxième repère d'un coup ça. Il n'y a pas de droit linguistique sans politique. Les sociologues, et je suis un peu allé à cette école-là, ont eu tendance à critiquer le discours juridique de l'Acadie. On disait que dans les années 80, c'était le summum de la vision juridique ou légaliste de l'Acadie. Et moi-même, j'ai déjà dit dans les discours que le discours juridique proposait une vision étriquée de l'identité. C'est vrai, mais ce n'est pas le fond de l'histoire, ce n'est pas le fond de la question. Les discours sur l'identité acadienne des francophones sont multiples. Ni les juristes, ni les sociologues, ni les gens du réseau communautaire ont eu le monopole de la vérité. Il n'y a pas un discours unique ou discours unitaire de l'Acadie. L'Acadie est multiple et plurielle. Mais ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des projets qui peuvent se créer. Et par cela, les conséquences de cette Acadie multiple-là et plurielle, c'est qu'il n'y a pas de droit effectif sans politique efficace. Les droits ont besoin d'une revendication politique qui les soutient. Et bien que le droit, de façon générale, et les droits linguistiques sont importants, ces droits linguistiques-là ne valent pas grand-chose s'ils ne sont pas portés par un mouvement social, identitaire et communautaire qui les sous-tend. Jadis, on avait dit que les lois ou le droit serait un rempart, serait un garde-fou. Ce seraient les choses qui empêcheraient les reculs linguistiques. On parlait d'encryptage à une époque. Et on semble avoir arrêté de faire de la politique ou de la revendication. À mon avis, il faudrait se questionner. C'était peut-être une erreur stratégique de faire du droit ou de tout miser sur le droit et de ne pas faire de politique ou de ne pas mobiliser la communauté. Il y a des conséquences à ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que le discours des droits doit être accompagné d'un discours politique, d'une revendication communautaire et, dans la mesure du possible, d'une revendication populaire forte qui l'appuie. C'est un peu paradoxal, là, vous comprenez, là. L'heure est maintenant à défendre les outils et les instruments qui nous défendent, le commissaire et les droits. Donc, on en est rendu là. Il faut défendre les choses qui étaient censées nous défendre et nous protéger. Troisième point, l'égalité réelle ou l'autonomie complète. Dans les années 60 au Québec, il y a des gens ici qui l'ont vécu puis l'ont connu, il y avait un slogan de Daniel Johnson-Parr qui disait « Égalité ou indépendance ». Et ça traduisait les aspirations des francophones à l'époque, au Québec. À mon avis, ce slogan-là pourrait très bien s'adapter en Acadie du Nouveau-Brunswick. Moi, je le reformulerais de façon à dire l'égalité réelle ou l'autonomie complète.
D'abord, il faut intégrer un discours qui revendique l'égalité réelle, telle qu'elle est interprétée par les tribunaux canadiens. Tant que les francophones n'ont pas atteint l'égalité de droit, de statut et de privilèges dans la province du Nouveau-Brunswick et au Canada, l'idéal de la dualité linguistique n'est pas atteint. Donc, l'égalité réelle, c'est un objectif très ambitieux, très difficile à atteindre. Évidemment, les gens qui sont plus sceptiques ou cyniques vont dire bon, on n'est jamais capable d'atteindre cet idéal-là. Mais même si on n'est pas capable d'atteindre un idéal, ça ne veut pas dire qu'on ne met pas des choses en œuvre pour l'atteindre, qu'on ne met pas en œuvre des actions qui visent cet idéal-là. Et c'est ce que bien des gens font, et c'est ce que je vous invite à faire aussi. Donc, quel que soit le discours ou la stratégie qui va être adoptée, il faudrait que les Acadiens et les francophones réclament rien de moins que l'égalité réelle dans toutes les sphères d'activité. Quatrième point, les nouvelles formes d'autonomie. Dans les années 70, il y avait un courant autonomiste en Acadie du Nouveau-Brunswick. On a créé la SNB, on a créé le Parti acadien, et ce sont nés de cette revendication-là populaire, un désir d'autonomie des Acadiens et des francophones. Et ce mouvement-là, vous le savez, ça a culminé dans la Convention d'orientation nationale en 1979 à Edmundston. Je me pose la question, est-ce qu'on a oublié tout ce travail-là qui a été fait? Pourquoi on ne ravive pas un mouvement autonomiste acadien? Qu'est-ce qu'on attend, puis qu'est-ce qu'on a à perdre? Donc moi, personnellement, je ne connais pas les formes d'autonomie qui vont naître dans les prochaines semaines, dans les mois, dans les années à venir en Acadie. Évidemment, tous ces projets-là sont à construire. Mais il est grand temps pour que les francophones et les Acadiens du Nouveau-Brunswick définissent leurs ambitions, se prennent en main, et mettre en œuvre la forme d'autonomie qui convienne aux circonstances actuelles. Je vais conclure pour vous écouter. Donc, quelques idées à retenir du propos de mon laïus aujourd'hui, c'est que, premièrement, les Acadiens et les Acadiennes sont les maîtres d'œuvre de leurs choix sociaux et politiques. Deuxièmement, il faudrait définir ces projets et de ne pas tergiverser. Troisièmement, il faut que les francophones se mobilisent et il faut que les leaders donnent le ton. Il est temps, à mon avis, de bâtir un consensus, de travailler collectivement à mettre en œuvre le projet qu'on souhaite pour l'Acadie et pour les francophones. Le mois passé, j'aurais bien aimé d'être ici pour le Parloir, puis continuer d'en avoir des Parloirs. Mais je pense qu'on est peut-être rendu au Fairwire ou au Groitois. Il faut parler de choses, mais à un moment donné, il faut se brancher. Il faut définir ce qu'on veut réaliser collectivement. Il faut définir ces projets-là, puis il faut les mettre en œuvre. Ce qui termine ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Donc, on a le temps de discuter. Si vous avez des questions, des commentaires en réaction à la présentation de Ricky, le plancher est à vous. Vous pouvez y aller librement. Oui? Tout d'abord, je voudrais... Peut-être s'identifier aussi, vu qu'on est un petit groupe. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier parce que depuis plusieurs mois, vous colligez l'ensemble des activités de mobilisation des communautés francophones à travers le Canada. C'est vraiment une source intéressante et vraiment inspirante pour regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs. Puis là, c'est comme vous dites aussi, il faudra voir à partir de ça comment on va créer comme une assemblée délibérante, définir un projet. C'est-tu des projets par province? C'est-tu un projet dans la fédération? Tu travailles avec d'autres partis politiques? Bon, ça c'est clair. Puis aussi, vous êtes probablement un des seuls lanceurs d'alerte qui n'a pas encore perdu son travail. C'est fait que je suis content pour vous. Je suis fier que vous ayez conservé votre emploi. Les temps sont durs pour les lanceurs d'alerte, premièrement. Puis, ça, je voulais vous remercier. Moi, je suis content d'avoir accès à cette ressource-là que vous avez mis en place là. C'est le début de quelque chose, ça c'est sûr. Oui. C'est vrai, je lance l'alerte. Je ne sais pas si le terme est juste, mais je pense que c'est l'idée que moi, je respecte les choix et je comprends que les contraintes que vous vivez, moi, je les vis moi, je les vis de loin. Je les vis par personne interposée, par ma famille. Parce que c'est comme ma grand-mère est partie en ambulance, mais là,
c'était quelque chose. Donc là, c'est la question linguistique au niveau des ambulanciers, ça me touche personnellement. Puis, mais je comprends qu'il y a des choses de société que vous devez assumer, qu'il y a un contexte qui n'est pas toujours facile. Mais un peu la présentation, puis le sens de ce que je dis, je pense qu'il y a des bonnes raisons de se mobiliser, il y a des bonnes raisons de le faire. Mais je comprends que ce n'est pas toujours facile. On n'est plus à l'époque des années 60 ou 70 où la mobilisation est un peu spontanée et naturelle. Ça se fait autrement, ça se fait de différentes façons. Mais je pense qu'il y a lieu quand même de définir c'est quoi ça. C'est pas forcément de dire... moi, je pense qu'il y a suffisamment de gens, qui ont des compétences de travailler toutes les choses en même temps, mais l'idée, c'est où on se retrouve collectivement. Est-ce que les organisations donnent le ton? Est-ce que les leaders donnent le ton? Est-ce qu'on dit, mais on devrait faire ceci? C'est pas l'idée que parce qu'on fait ceci, on abandonne d'autres choses. C'est pas parce qu'on est musicien qu'on ne revendique pas, ou c'est pas parce qu'on parle de droit linguistique qu'on néglige la culture. Je pense que Jean-Marie, puis après Sébastien, c'est ça, Jean-Marie? Oui, je suis d'accord avec toi, le processus est aussi important que l'aboutissement, dans le sens que philosophiquement, on dit tout peuple doit aspirer à la plus grande autonomie possible. Il est vrai qu'on a fait un bout de chemin, mais du même souffle, je ne crois plus que le Québec deviendra pays, que l'Acadie deviendra province, mais pour le moment. Mais en attendant, est-ce que dans l'étapisme, et peut-être que Victor pourra m'aider là-dedans, est-ce qu'on ne serait pas, la prochaine étape ne serait pas de demander de dualiser l'ensemble des ministères, en autre mot, que chaque ministère ne devrait pas avoir un sous-ministre attitré anglophone et un sous-ministre francophone. Jusqu'à maintenant, on disait on va dualiser les ministères avec des droits personnalisables, là, un peu à l'image de la Belgique, éducation, santé, etc. Mais lequel ministère mériterait d'être le plus dualisé? Ce serait le ministère des Finances. C'est là que les décisions se prennent, même le ministère des Transports, quand on voit qu'on vient de couper le doublement de la route 11. En tout cas, je pose ça comme hypothèse, et peut-être que Victor pourra me répondre. Est-ce qu'actuellement, dans chaque ministère, il y a au moins un sous-ministre adjoint francophone, ou est-ce que c'est une préoccupation, ou si ça se fait par accident ou par volonté? Par exemple, en santé, je sais que Masterton, puis Claude, je ne sais pas trop quoi, là, qui est sous-ministre adjoint. Mais est-ce que tous les ministères on a cette préoccupation d'avoir au moins un sous-ministre adjoint? Sinon, mais je repose la question, est-ce que la prochaine étape d'autonomie acadienne ne sera pas celle de dualiser tous les ministères? Je pense que c'est une excellente question. Et quand je parlais de forme d'autonomie, moi, je n'avais pas une préférence pour l'une ou l'autre. C'est un peu ce que je disais. Les choix de société appartiennent aux Acadiens. Est-ce que la province acadienne mobilise les forces vives? Peut-être, peut-être que non. Mais je pense que les avenues dont vous parlez, moi, je pense que c'est toutes des formes d'autonomie. Le pouvoir local de nos municipalités, c'est très important. C'est des endroits où les francophones sont majoritaires, où ont des décisions importantes à prendre. Et d'autres instances de pouvoir à l'intérieur de la fonction publique, évidemment, la dualité en éducation est acquise, mais il y a peut-être lieu de... Est-ce que ce sont tous des formes rigides, institutionnelles? Ça, c'est parfois plus difficile. Mais à mon avis, on doit tendre vers l'égalité. Et les institutions fédérales que je connais un petit peu mieux, et les institutions provinciales, s'ils reconnaissent cette dualité linguistique-là, vont mettre en œuvre des pratiques qui respectent. Et c'est peut-être, dans le fond, c'est peut-être une forme d'autonomie à revendiquer. Je sais que Éric Isba-Labelle a beaucoup de recherches là-dessus au niveau juridique. A fait des propositions très intéressantes de ces recherches. Donc, je pense qu'il y a certainement des choses à aller chercher là, de s'inspirer de ce mouvement-là, parce que logiquement, les Acadiens doivent définir qui, elles et ils sont. Puis c'est plus facile à ce moment-là de dire, mais on est en droit de recevoir tel service, on est en droit de recevoir cette égalité-là dans le ministère de la Santé ou dans un autre ministère.
juste répondre à la question à Jean-Marie. Premièrement, moi aussi, je veux préciser, je ne suis pas ici comme un élu ou un ancien élu, mais plutôt un ami de longue date à Ricky. On se connaît depuis plus de 30 ans. Mais non, il y a seulement le ministère de l'Éducation où il y a la dualité là, reconnue. Au ministère de la Santé, nous avons un sous-ministre associé francophone. Et les autres ministères, si ça arrive, c'est peut-être par accident ou peut-être une certaine planification, mais ce n'est certainement pas exigé par la loi ou rien du genre. Mais je spéculerais avant, Sébastien, on ne s'oublie pas. Moi, de ce que j'en comprends de la fonction publique fédérale, je fais l'hypothèse que c'est sensiblement la même chose. Étant donné la législation linguistique, étant donné la place qu'ont les Acadiens démographiquement, étant donné cette volonté-là d'avoir une égalité des deux langues officielles, ça conditionne l'appareil. Et c'est mieux s'il y a un sous-ministre, évidemment s'il y a quelqu'un au niveau d'autorité, mais je pense que l'obligation est toujours là. Quand il vient d'un sous-ministre, ça pèse plus lourd. Quand ça vient d'un sous-ministre adjoint, ça pèse plus lourd. Mais je pense que chacun des ministères ont ce devoir-là. Et c'est à la population de dire, mais écoutez, on est en droit de recevoir ces services-là, ou au nom de tels principes, on revendique cette autonomie-là en éducation ou en d'autres domaines. Et moi, je pense que c'est un jeu de va-et-vient politique, mais à l'intérieur de l'appareil comme tel, les principes restent. Alors, on voudrait dire que ce soit un analyste des politiques ou que ce soit un économiste qui dit, bien écoutez, est-ce qu'on est en veille de prendre une décision? Est-ce qu'on a considéré la dimension linguistique de cette décision-là? À mon avis, que ce soit un sous-ministre qui pose la question ou que ce soit un analyste, la question tient et le ministère doit donner une réponse qui se vaut et qui se tient aussi. Alors, je pense que les principes sont très importants. Eh bien, Sébastien? C'est vraiment intéressant parce que, étant donné que mon implication à travers, entre autres, la SANB, puis juste pour vous dire, là, je suis représentant du Sud-Est à la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, donc je suis un élu, je suis présent, mais bon, on s'entend que ce n'est pas une représentation aussi forte que quand on est un député. Mais je me questionne beaucoup sur ça, et là, j'essaie de comprendre, quand tu dis, on doit à la fois être très présent dans les tribunaux quand même, ou en tout cas challenger pour que les droits, parce que les droits c'est légal, donc on doit être reconnus, à la fois mobiliser beaucoup. Plus ou moins? Je réfléchis, okay. Je vous laisse finir votre idée. Je vais vous voyer. C'est correct, non, on veut se tutoyer, on s'est rencontrés tout à l'heure. C'est que la mobilisation est très difficile quand il n'y a pas un contexte précis, quand c'est pas événementiel. C'est l'art du populisme d'utiliser le cas exceptionnel pour le monter en épingle puis en faire là, vraiment là, le détonateur d'une situation sociale intenable. Donc, la question des infirmiers a presque autant, sinon plus, été agitée du côté de la People Alliance et de la Anglophone Rights Association que par la SNB ou par les groupes francophones, parce que pour eux, c'est aussi inacceptable pour d'autres raisons. Okay? Oui. Et la mobilisation ne peut pas être soutenue sans qu'il y ait un aiguillon là, pour venir continuer là. Donc, c'est là où les gens, comme tel, quand vous dites que les gens doivent indiquer à leurs élus, aux représentants ou aux commissaires, par exemple, démontrer un appui au commissaire des cas. Comment? Oui. Par des lettres, des pétitions, ou est-ce qu'on attend justement d'être réactif? C'est souvent dans un mode réactif qu'on agit dans ce cas-là. Oui, il y a beaucoup de bonnes observations là. Ce que je préciserais, la première chose que je voulais dire au niveau de, tu sais, quand je dis que il n'y a pas de droit sans politique, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas tellement qu'il faut faire de la politique à l'extérieur de la Cour suprême ou devant les tribunaux, c'est pas ça le sens. C'est l'idée que les droits que certains, évidemment c'est une minorité, que les juristes vont défendre, qu'une personne ou deux va aller défendre des causes importantes devant les tribunaux, c'est que ces causes-là devraient faire consensus. Ils devraient être mobilisateurs de
c'est important pour nous. Les gens, c'est pas que les gens doivent manifester devant les tribunaux, les gens doivent se reconnaître dans leur projet collectif que cette cause-là est importante pour nous. Et donc, c'est à la fois au niveau des idées et de la mobilisation. Puis là, je vous l'accorde que c'est très difficile à l'époque, à l'heure d'aujourd'hui, de mobiliser des milliers de personnes. Tu sais, déjà qu'on ait mobilisé des milliers de personnes autour de ce qui se passait en Ontario, moi je trouve que c'est un fait d'armes, puis on félicite les organisateurs, puis les Acadiens, puis les Franco-Manitobains qui étaient solidaires des Ontariens. Et c'était un fait d'armes. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que il faut définir ces projets-là. Il faut un peu définir qui nous sommes, qu'est-ce qui nous rassemble, quels sont nos droits. Et à ce niveau-là, votre président, à mon avis, a écrit une lettre admirable et s'est sorti public dans sa lettre lorsqu'il parlait au gouvernement conservateur nouvellement élu ou nouvellement gouvernement avait la confiance de l'Assemblée. J'ai trouvé que c'était très clair. C'était pas une menace, c'était voici qui nous sommes, voici les choses qui nous tiennent à cœur, voici les choses que nous trouvons inacceptables. Et c'est ce genre d'intervention-là, à mon avis, et c'est aux gens dans leur milieu de le faire, c'est au niveau culturel de le faire, c'est au niveau des mouvements féministes, c'est au niveau des gouvernements locaux, c'est au niveau des associations bénévoles. C'est toutes ces forces vives-là devraient un peu se solidariser, puis d'être solidaires l'un de l'autre des enjeux importants. Puis le droit, c'est un peu ça. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est justement, c'est qu'on s'en prend au commissaire, au droit linguistique, qui devrait nous défendre. Et on doit se porter à la défense de ces choses-là. Les politiciens, c'est pas tous les politiciens qui sont constitutionnalistes. Hein. Et donc là, est-ce que c'est une stratégie consciente de leur part? Parce qu'on prend une décision qu'on sait qui est contraire au droit constitutionnel ou autre. Mais ce faisant, on s'achète du temps. Ou on exige que la minorité se batte devant les tribunaux au lieu de travailler à son développement, au lieu de travailler à la cohésion sociale, au lieu de travailler à rétablir les finances publiques et à travailler. Et c'est ça, je pense que les francophones au Nouveau-Brunswick sont une minorité très importante, très influente. Et contrairement à ce que disent les gens, c'est pas une minorité qui vit au crochet de l'État. C'est une minorité très active, très dynamique. Et elle prend sa place. Évidemment, elle est une minorité toujours, mais donc elle ne peut pas tout faire, elle ne peut pas décider, elle ne peut pas soudainement s'inventer un monde où le fait français est majoritaire, à Moncton, à Minto, à Saint-Stephen, ça n'existe pas. Mais il a, à mon avis, il y a une espèce de consensus ou une harmonie sociale et qu'on a troublé, quelque part. On a extrémisé les gens. On a pris des positions extrêmes, puis on a dit, ben voilà, les francophones de l'autre côté, ils sont extrêmes aussi. Et c'est là où je pense que ça ne traite pas suffisamment de la vraie réalité qu'il y a des droits fondamentaux qu'on semble nier, qu'on devrait reconnaître et respecter. C'est ça, c'est cette idée-là que je pense qui devrait mobiliser davantage les gens, ou se préoccuper davantage de cette question. Oui, Mathieu? Oui. Merci beaucoup pour ta présentation. Je vais poser la question juste par rapport au constat de l'incivilité qui serait peut-être croissante. Je ne sais pas, moi je regarde le contexte tout juste avant l'adoption de la loi sur les langues officielles. Il n'y a pas une paix sociale entre les groupes linguistiques, mais on adopte la loi. Louis-J. Robichaud hésite même à soumettre un rapport parce que la question est trop épineuse. C'est le faire en fin de mandat. Ça prend 10 ans avant qu'on commence à réellement adopter les dispositions de la loi. On a, après la loi 88 et tout ça, la commission Guéret-Smith qui va venir après le rapport Poirier-Bastarache, parce qu'on fait des rencontres publiques. Là, on a des tomates qui sont lancées. On n'a pas une paix sociale. On a le corps qui arrive après. Là, après 2008, on a une pétition pour l'affichage bilingue, des appels au boycott de Dieppe, puis etc., etc. Et donc, moi, si je remonte, je ne sais pas si je vois
2018, soudainement, une montée des populistes, puis de l'incivilité qui arrive. Il me semble que ça a toujours été là. Ce que je remarque, par contre, c'est qu'il n'y a jamais réellement eu, sauf l'exception core, puis je pense même pas que je mettrais le moment People's Alliance là-dedans, il y a rarement eu une expression politique. À la fois d'une parole acadienne, ni d'une parole anti-bilinguiste. On trouve la difficulté à réellement donner une voix politique au peuple. Au peuple, là je dis au pluriel, là, qui compose la province. Et donc tu parlais du politique. Est-ce que tu penses qu'il y a une place pour l'expression politique de quelque chose qui serait l'acadianité dans les structures politiques actuelles? Est-ce que tu penses que c'est politiquement vraisemblable ou faisable pour un parti qui aspire à être un parti de gouvernement d'exprimer quelque chose comme de l'acadianité? Moi, j'ai trouvé éloquent que ce soit à sa sortie que Brian Gallant l'ait fait, et il l'a très bien fait à sa sortie. Est-ce que c'est possible de le faire pour rentrer? Combien de questions là-dedans? Je vais compter 10. Est-ce que l'incivilité augmente réellement? Est-ce que l'incivilité elle trouve une voie politique? Puis parallèlement, est-ce que l'Acadie trouve une voie politique? Oui, il y a beaucoup de choses là, Mathieu. Très, très, très intéressant. Je serais peut-être prêt à t'accorder que peut-être que je me suis fabulé une paix sociale qui n'existait jamais. Mais j'ai comme l'impression comme si ce qui a changé, et c'est très difficile de l'évaluer de loin. Et j'ai demandé à des gens de me dire, mais est-ce que les choses vont mal ou les choses vont bien? J'aimerais d'avoir des données probantes. Par exemple, moi j'aimerais d'avoir, il y a eu des enquêtes post-censitaires faites au niveau fédéral. Le commissaire aux langues officielles de la province a fait des études sur l'acceptation sociale du bilinguisme et des avantages du bilinguisme qui ont eu des très bons scores dans la population majoritaire. Et j'aimerais les voir maintenant aujourd'hui. Parce que est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans la donne? Donc, est-ce qu'il y a déjà eu une paix sociale? Le débat est probablement ouvert. Ce qui a changé, c'est le ton du discours. Le discours, les anti-bilingues ont sorti des brancards. Ils disent ouvertement ce qu'ils pensaient tout bas. Et c'est ça qui a changé. Donc ça, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un fait significatif à aller voir là. Et donc, moi, quand je regarde de loin, 47 000 personnes ont voté pour nier les droits constitutionnels des Acadiens. Il y a quelque chose là. Alors, c'est pas tout le monde qui a voté, qui avait derrière la tête, on va abolir le commissariat aux langues officielles de la province. Je suis d'accord. Mais il y a quelque chose là. Et je trouve que la différence du corps, c'est que les gens sont très organisés. Ils passent le mot sur les médias sociaux et ailleurs. Allez-y, faites-vous entendre. Et ils sont beaucoup plus organisés. Je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs du passé. Je ne suis pas certain que l'Alliance du Nouveau-Brunswick va s'effriter comme le corps l'a fait, va s'entretuer. Le dilemme, et je l'ai dit peut-être dans un texte, je ne pourrais pas donner la référence tout de suite, mais c'est pas tellement le fait qu'il y a 47 000 personnes qui ont voté pour abolir les droits constitutionnels des Acadiens, et qu'il y a 3 députés du Parti de l'Alliance du Nouveau-Brunswick qui ont été élus, c'est le fait qu'ils détiennent la balance du pouvoir. S'ils ne détenaient pas la balance du pouvoir, on aurait le luxe de ne pas les écouter. Ils étaient l'opposition officielle quand ils étaient 12. Oui. Alors c'est une question de... C'est une question, ben, là, il fallait les écouter, mais ils ne gouvernaient pas. Et donc, ils étaient dans l'opposition. Il y avait un mot à dire, et tout ça, ils se parlaient entre eux. Mais c'est que là, quelque part, ils se sont initiés dans un débat de la province. Et ils conditionnent un peu ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, ce qui est possible de faire. Et j'ai bon espoir, en tout cas, j'attends de voir qu'est-ce que la province, le gouvernement conservateur va déposer comme budget. À mon avis, il a après les décisions qu'ils ont faites sur les Jeux de la francophonie, après les décisions qu'ils ont faites d'éliminer des projets d'infrastructure, tant francophones qu'anglophones, c'est un discours d'austérité. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont dire au niveau de leurs investissements. Est-ce que c'est toujours économique? Est-ce qu'il va y avoir de l'investissement social? Qu'est-ce qu'ils vont dire spécifiquement sur les langues officielles? On va donner la chance au coureur. Mais à mon avis, la donne qui a changé, c'est le fait que ce parti-là
prend une importance démesurée. Et c'est ça qui est inquiétant. Alors moi, le débat politique va aller où il va bien aller. Les gens vont se mobiliser. À savoir, est-ce qu'on peut insérer de l'acadianité en politique? Là, je vais faire mon politologue. Là. Il y a une différence fondamentale entre le politique, qui est le cadre, la politique, qui est le jeu politique, l'arène politique, puis les politiques. C'est les politiques publiques, c'est le public policy, c'est la mise en œuvre des volontés d'un gouvernement. La politique, c'est la game que les gens jouent, on essaie de gagner des votes, puis on joue, puis ce qui se passe à la Chambre des communes ou à l'Assemblée législative. Puis le politique, mais c'est tout c'est toute la gomme qui tient tout ensemble avec les droits constitutionnels, avec la monarchie constitutionnelle canadienne, et le système judiciaire, l'appareil public, tout ça. Et donc, la question est là. Moi, je pense que c'est une observation assez fine de voir que, étant donné l'équilibre politique qu'il y avait à une certaine époque, que les politiciens ont eu de la difficulté à faire insérer la question acadienne, la question des droits francophones, et c'était en fin de carrière, en fin de mandat plutôt. Donc, il y a des moments choisis qui sont propices à faire certaines actions. Puis je pense que c'est vrai. Mais ça, c'est la nature même du politique. C'est la nature même de l'activité politique. Les gens qui se présentent ont des gens auxquels ils sont redevables au niveau des cartes de membres, au niveau des appuis qu'ils reçoivent dans la société. Donc, on a des comptes à rendre à notre électorat, évidemment. Et c'est pas facile d'avoir autant de courage politique et de mettre en œuvre une vision très avant-gardiste, très visionnaire, je dirais, de l'Acadie, puis d'insérer l'acadianité dans le politique. Mais on l'a fait. Alors moi, c'est ça que je dis, c'est qu'on a fait tous ces combats-là, puis on part, puis on recommence la même histoire. Au lieu de dire, mais regarde, on a des acquis, là. On a des droits constitutionnels. L'égalité est reconnue dans la province. On ne peut pas mettre à pied le commissaire Carrier ou son remplaçant comme on l'a fait M. Boileau. Alors, c'est ça qu'il faut, c'est ça la donne. Et on a des outils dont on a peur de se servir, dont on n'a peut-être pas l'habitude de se servir. Mais on ne peut pas être devant, là, je ne sais pas qu'est-ce qui va se produire, comment on peut insérer l'académie en politique, mais les formes d'autonomie, ce que j'appelle les formes d'autonomie, c'est des formes plurielles d'autonomie. C'est les gouvernements locaux, c'est les mouvements, c'est le mouvement associatif, c'est toute cette agglomération de mouvements-là. Si on est autonome et on sait ce qu'on veut accomplir politiquement, socialement, le débat politique va être plus facile. J'ai une intervention de Jean-Marie et puis j'ai oublié le prénom. Valérie, je pense aussi. OK. C'est juste, j'ai une marotte de ce temps-ci, puis je vais t'en faire parler. Les autres sont peut-être tannés de m'entendre. J'ai horreur du mot minoritaire. Je trouve qu'en s'auto-définissant comme minoritaire, c'est réducteur, auto-réducteur. C'est se minoriser, alors que je suis un égalitaire en situation minoritaire. Mais mon statut n'est pas un statut de minoritaire, c'est un statut d'égalitaire. Et je trouve que si nous-mêmes, on renforce... Tout à l'heure, tu disais, je suis fier d'être majoritaire au Québec et minoritaire en Acadie. Non, tu es un égalitaire en Acadie. Peut-être. Et je me dis, si nous-mêmes, on perpétue déjà cet amoindrissement ou cette réduction, bien sûr que l'autre égalitaire va se dire, mais déjà, ils s'auto-définissent comme étant moindre. Je suis pas moins que l'autre, je suis égal à l'autre. Tu as tout à fait raison, Jean-Marie. Si j'ai donné cette impression-là, c'est un égarement de ma part, mais j'ai tendance... Alors, je sais que tu es un égalitaire. J'ai tendance à l'écrit d'utiliser minoritaire pour raccourcir, mais quand je l'écris dans le contexte que j'écris, minoritaire, c'est pas une identité minoritaire, c'est un contexte. C'est la situation. C'est des conditions dans lesquelles vivent les communautés linguistiques. Mais on ne peut pas dire que les minorités n'existent pas, il n'y a pas de minorité. On réduit, on simplifie, mais effectivement, il n'y a pas une identité. Les francophones se réclament de leur identité francophone. Ils ne disent pas « yeah, on est moins que d'autres ». Dans le fond, les gens qui se réclament francophones, qui adhèrent à ce projet-là,
c'est pas des moins que des autres, c'est des égalitaires, c'est des gens qui assument leur identité, mais qui reconnaissent, qui composent avec le contexte minoritaire. Le contexte. Oui. Je vais laisser le premier droit de parole avant le deuxième tour. Oui. Non, premièrement, merci encore pour la belle présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Éric Daou, je suis le responsable des communications et des relations publiques pour la SANB. Puis sur la question de... Il fait bien ça pour le... Ah ben merci beaucoup, sur la question de la nécessité d'avoir un pouvoir politique acadien, je pense que premièrement, c'est clair qu'il existe une certaine asymétrie au niveau du pouvoir politique entre la communauté anglophone et la communauté francophone. Ma question est la suivante. Pourquoi on se contenterait de faire de la question acadienne l'affaire d'un parti politique plutôt d'exiger que ce soit l'affaire de l'ensemble des partis politiques? Oui. C'est une excellente question, Éric, parce que quand je parlais de forme d'autonomie, j'ai fait référence au Parti acadien. C'était la forme historique qu'on avait créée la SND. Pour moi, c'est pas une seule chose, c'est l'ensemble de ces choses-là qui exprimaient un désir d'autonomie. Donc, il y avait un Parti acadien qui a défendu un projet. Puis, je suis entièrement d'accord, c'est un peu le sens de ce quand je disais qu'il n'y a pas un discours unique sur l'Acadie, c'est l'Acadie est plurielle. Il y a plusieurs projets en même temps. Et moi, je vois ça un peu comme politologue ou historien des idées qui dit, mais toute la diversité, elle existe. Qu'on l'a écrit dans les livres ou non, la diversité, elle existe. L'Acadie est plurielle par définition. Et donc, miser tout sur un projet ou dire, ben, la finalité, l'avenir de l'Acadie dépend juste que d'un parti politique à créer ou un parti politique existant. À mon avis, c'est pas là. C'est pas là l'enjeu. Sauf qu'il faut reconnaître qu'il faut développer un consensus, il faut bâtir un projet qui nous ressemble, tout en reconnaissant que les gens ont libre choix à choisir des projets, à continuer à être militants dans leur parti. Et puis les militants acadiens qui joignent le parti NPD ou le Parti vert ou le Parti conservateur, ils ne sont pas moins acadiens parce qu'ils ont fait un choix politique. Là. Et donc, si on vit dans une société libre et démocratique, les gens font des choix qui assument, et leur conviction partisane leur apporte quelque chose, puis c'est comme ça qu'ils veulent défendre un peu la francophonie. Il y a même des dangers, un texte que j'ai publié qui parlait de l'élection du Nouveau-Brunswick comparativement au Québec, et il y a des dangers justement à investir uniquement un seul parti si on coupe tous les liens avec les autres partis. Parce que surtout pour des organismes porte-parole, il faut avoir des liens de communication avec tous les partis politiques. On ne peut pas jouer sur un tableau en même temps. Et c'est ça l'enjeu, c'est qu'il y a un dilemme, à mon avis, au Canada, que les langues officielles, c'est l'affaire de juste un ou deux partis, ou juste une ou deux couleurs politiques. Et à mon avis, c'est beaucoup plus important que ça. C'est constitutif du pays et de toutes ces institutions politiques et sociales et économiques. Et donc, tous les partis politiques font partie de tout ça. Donc, je pense que ton observation est très juste qu'il ne faudrait pas tenter de limiter l'Acadie ou de définir des projets tellement trop précis on se ferme à d'autres choses. Donc, je pense que... Est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui, pour sûr. Oui. Ben, d'ailleurs, les résultats des élections de Nouveau-Brunswick, ça démontre clairement que si une communauté s'investit trop dans un seul parti politique, en fait, on a juste démontré que les autres pouvaient gouverner sans nous. C'est un peu dangereux. Je pense qu'on est dans une situation très difficile politiquement parce qu'ils ont réussi à avoir le pouvoir sans circonscription acadienne. Alors là, c'est vraiment un changement de paradigme. Là. Ça, c'est dangereux. Aussi, ce que je veux dire, c'est que comment on mécanise ça, là, un propos comme vous faites, comme on est ensemble, comment on va se mobiliser. Tu sais, le 1er décembre, là, on avait une date. On avait une organisation qui faisait un appel national. L'appel a été répondu. On s'est mobilisé. Ça a très bien fonctionné. À cette heure, comment est-ce qu'on fait ça pour les Acadiens? Parce que c'est plus facile de faire ça quand c'est les autres. Là, on a réussi. Là, ben, pour le faire pour nous-mêmes, on dirait que c'est compliqué. Où est-ce qu'on se détermine une date? Quel événement on peut utiliser pour concilier nos intérêts ensemble?
chercher un point de fuite, mobiliser les Acadiens autour d'un projet. Est-ce que la langue, c'est suffisamment mobilisateur ou faut-il aller chercher d'autres choses? Peut-être que la langue, c'est peut-être pas suffisant. Il me semble qu'on commence à sentir que ça s'essouffle un peu cette veine mobilisatrice-là. Aussi, les questions de populisme. Moi, pendant les 5 années que j'ai passé à militer pour la CSN au Québec, on a eu beaucoup de difficultés à endiguer ces courants-là, ces discours-là, même qu'on était incapables. Même chez nos propres membres, ils vont faire des choix ou écouter des discours ou adhérer à des politiques qui vont à l'encontre de leurs propres intérêts comme organisation de travailleurs. Alors, vous voyez comment c'est très difficile à endiguer ça. Puis ça, on peut voir le fait que la réduction des médias dans les régions, la couverture médiatique, ça a une incidence réelle sur l'impact que la radicalisation un peu des positions, parce que le monde sont de moins en moins informés. Ce qui reste, c'est les radios, aux États-Unis, c'est des milliers de radios populistes qui disent toutes sortes de cochonneries à tout le monde. Les médias de masse qui sont en train de disparaître partout, ça c'est un constat, c'est pas moi qui le fais, là, c'est la FNC, la Fédération nationale des communications, à la CSN, était très consciente de ça, que la diminution de la couverture médiatique en région, c'est une cause à effet sur l'augmentation du populisme. Parce qu'il n'y a plus de personne pour faire la part des choses dans une direction ou dans un éditorial ou dans une direction éditorialiste, mais tu as une pullulation de radios qui vont cracher du venin puis monter en épingle des communautés contre une autre. Alors, est-ce que c'est ça qui est en train de se produire au Nouveau-Brunswick? Parce que je vois qu'il y a de l'érosion ici aussi au Nouveau-Brunswick au niveau de la diversité de l'information. Hein? Il y a un monopole de l'information. Les médias indépendants ici, ils en peinent à souffler. Là. Je ne sais pas comment on va faire pour se mécaniser, mais certain, moi, je vais être transparent avec vous. J'ai le goût, là. J'aimerais ça de voir avec vous, tout le monde, si on peut pas, comment on va faire pour regarder ça ensemble, là, comment on va faire pour regrouper nos intérêts ensemble, faire front commun au Nouveau-Brunswick, à tout le moins, puis voir comment on va organiser une mobilisation. Je sais qu'il y a le budget qui s'en vient, ça c'est un point. Puis il y a aussi le 50e anniversaire sur les lois, ça peut être un bon moment. Mais les langues, c'est suffisant. Le budget, oui. L'austérité, ça fait mal à tout le monde. Ça pourrait marcher. Mais il y a énormément de choses dans ce que vous dites là, mais je pense que on a, je sais pas, moi j'écris des choses, puis je regarde qui lit mes trucs, là, je peux faire les décomptes sur un texte, puis est-ce que le texte qu'il y a 200 personnes qui ont lu est meilleur que le texte qu'il y a 50 personnes qui ont lu? Moi, je me dis, si les 50 bonnes personnes ont lu un texte, c'est peut-être ce qui compte. Alors, je pense l'analogie que je veux faire là, c'est que on a dans notre esprit l'énorme succès, peut-être mérité ou non, ben, on a l'image de l'Acadie, là. Comme si on doit descendre dans la rue, puis on doit faire des actions à l'emporte-pièce, puis que plus que de personnes. C'est pas parce qu'il y a juste 50 personnes dans la rue ou qu'il y en a 2000 que la revendication n'est pas aussi importante. Et je pense que peut-être qu'on est rendu à l'époque des médias sociaux où que la revendication ou la mobilisation prend différentes formes. Et moi, je pense qu'il faut réfléchir à quelles sont les actions qui mobilisent les gens. C'est peut-être l'environnement, c'est peut-être le mouvement de jeunesse, c'est peut-être ce qui sort. Donc, moi, c'est pas tellement comment on peut créer l'engouement. On ne peut pas créer de toutes pièces un mouvement populaire. Il y a une opportunité, il y a une vague, il y a une occasion à saisir, et on l'a saisi en solidarité aux Franco-Ontariens, puis c'était beau à voir. Moi, je me dis, est-ce qu'il y a des choses qui se produisent en ce moment qui devraient peut-être avoir plus d'attention? C'est peut-être de dire, bien, OK, on va focaliser les énergies. Et ça, c'est au leader de se mettre ensemble, de dire, OK, mais il y a telle chose qui s'en vient, là. On va se concerter. Cette chose-là est importante. Et quand il y a des gens qui se mobilisent, quand il y a des gens qui prennent des positions, c'est important de les renforcer. Tu sais,
la pétition spontanée suite à l'élection, ça c'est un exemple qui s'est produit. Les lettres que les organismes acadiens ont collectivement signées, ça c'est une action porteuse. Mais ça en prend d'autres comme ça, puis il faut leur donner la visibilité. Et moi, je vous recommanderais très fortement, si jamais et quand le gouvernement ou d'autres personnes prennent des décisions qui vous étonnent puis qui vont dans le sens de la dualité linguistique, mais félicitez-le. C'est pas toujours une question de critiquer le gouvernement puis le parti au pouvoir qui a fait telle erreur ou telle bourde. Quand il y a des bons coups, il faut les souligner. Quand il y a des choses qui vont dans le sens du développement de l'Acadie, du droit des francophones, il faut les souligner. Évidemment, dans notre monde à nous, on a une vision très, très limitée. Puis vous avez raison, les médias influencent beaucoup ce qu'on voit. Puis ce qu'on voit, c'est une certaine montée de l'intolérance ou une arme dans les médias sociaux. Puis c'est difficile d'y voir clair. Mais moi, je pense qu'il faut s'ouvrir, il faut être mobilisateur, mais c'est pas forcément les manifestations de milliers de personnes dans la rue qu'il faut viser, là. Il y a peut-être d'autres actions porteuses. Le Congrès mondial acadien s'en vient. Il y a les Québécois là. Venez aller chercher l'argent des Québécois, puis qu'ils remplissaient tous vos campings, puis vendez-leur des cartes de membre, je ne sais pas. Mais ça, c'est une autre question. Par exemple, on en parlait avec Sébastien tout à l'heure, mais l'Acadie, le débat, quand je l'ai dit, c'est pas anodin ce que j'ai dit, l'Acadie territoriale versus l'Acadie de la diaspora, là. Comment moi je peux, comme fier Acadien, qui a grandi en Acadie, qui a passé ses plus belles années ici, mais qui a quitté pour différentes raisons, puis il y en a d'autres qui ont fait les mêmes choix, là, puis qui ne sont pas moins acadiens. Joseph Edgar, on irait pas dire à Joseph Edgar à Montréal qui n'est pas acadien, puis Caroline Savoie, elle va faire une belle carrière, puis aller à Montréal, puis il y en a d'autres, Antonine est allée à Montréal, puis il y en a plein d'autres, puis il y en a plein d'autres qui vont y aller. Alors, quelle place on fait pour ces personnes-là? Je ne pense pas que le sens de mon intervention, je ne veux pas mettre les mots à la bouche de d'autres personnes, je ne pense pas le sens des interventions des Acadiens qui sont ailleurs, dans la région de la capitale nationale, par exemple, qui veulent se substituer puis choisir les projets acadiens au nom des Acadiens. Je pense que c'est aux Acadiens de leur faire une place. C'est aux Acadiens d'écouter ce qu'ils ont à dire. Puis moi, comme Acadien de la diaspora, mon rapport à l'Acadie, c'est de dire, bien, je veux le développement, le bien de l'Acadie pour mes cousins, pour mes cousines, pour toute ma famille, puis tous mes amis qui vivent ici. Alors, c'est ça le sens de l'intervention que je veux faire. Mais est-ce que dans le réseau institutionnel à l'heure actuelle, il y a la place pour la diaspora? On va avoir un congrès mondial acadien. Il y a des Québécois qui peuvent être solidaires de l'Acadie. Et est-ce qu'on est prêt à accueillir ces gens-là en Acadie? Est-ce qu'on est prêt à accueillir, dans le fond, la solidarité québécoise vis-à-vis de la francophonie? Parce que moi, je pense que c'est là où ça va jouer beaucoup, pas uniquement en Acadie, mais en Ontario français. Il y a quelque chose qui change. La francophonie reprend du galon au Québec. Et les Québécois sont beaucoup plus ouverts aux minorités francophones, aux francophones qui vivent en milieu minoritaire. Merci. Et ces Québécois-là, ils sont fiers Québécois, ils ont une identité dont ils sont fiers. Mais ça se parle, tu sais, ce qui s'est produit aux États généraux, beaucoup de gens se parlent en ce moment. Moi, je pense que si on faisait une campagne de sociofinancement pour aller chercher l'appui de monsieur, madame, tout le monde, ils disent, est-ce que vous êtes solidaire de l'Acadie? Est-ce que vous êtes solidaire des francophones? Je serais surpris de voir qu'est-ce que les gens feraient. Tu sais, les gens, quand Doug Ford et le gouvernement conservateur s'en est pris aux Franco-Ontariens, mais les Québécois ont spontanément eu la réponse, mais pourquoi il fait ça? C'est une partie de nous qui est attaquée. C'est un peu comme la même dynamique de Gabriel. C'est quelque part la francophonie canadienne, et j'inclus l'Acadie là-dedans, la francophonie canadienne, c'est comme si soudainement, dans la mentalité de plusieurs Québécois, ça faisait partie du nous. Et il y a une nouvelle solidarité francophone qui émerge peut-être. Évidemment, il y a le contexte territorial qui fait en sorte que les gens vivent au Québec, puis payent de l'impôt au Québec, puis ils sont québécois, puis les Acadiens sont au Nouveau-Brunswick, puis à l'île du Prince-Édouard, puis à Nouvelle-Écosse, puis à Terre-Neuve, puis tu as des francophones, puis tu as des immigrants. Fait que c'est très, très varié, c'est beaucoup plus diversifié qu'à l'époque où on était tous des petits Canadiens français, puis on faisait notre catéchèse, puis on était Canadiens français
à Brand-Village, comme on était Canadien à Franche-Abatoche, mais c'est plus cette époque-là. Sauf que les gens, cette nouvelle solidarité-là, il me semble qu'il y a des nouveaux signes, qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Il y a un changement de paradigme. Je pense. C'est possible. Ben, je vais faire du pouce sur ce que vous dites. Alors, y a-t-il moyen de faire une organisation, de créer une assemblée constituante ou délibérante qui inclurait différentes communautés francophones canadiennes, différentes organisations, et qu'on pourrait peut-être regarder un projet qui est comme structurel, innovant, quelque chose où il y a des décisions qui peuvent être prises, puis on pourrait commencer les luttes, hein, luttes communes, des projets communs, des intérêts communs. Pas un parti politique nécessairement, ou peut-être un mouvement de pression, ou faut regarder, c'est-tu possible ça? C'est-tu possible parce que même ici, c'est pas évident. Bien, cette échelle-là. Je pense qu'il y a un besoin peut-être à combler, mais spontanément, moi j'aurais tendance à dire, c'est qu'il y a des structures actuelles qui existent, il y a des choses qui existent, et puis c'est un peu comme on disait tout à l'heure, de créer une manifestation de toute pièce, ça va être difficile si tu n'as pas un contexte qui est aidant, si tu n'as pas quelque chose qui appuie ce mouvement-là. Fait qu'à mon avis, les projets qui vont se définir, puis ce qui va émerger de tout ça pour mobiliser, il faut que ça tienne en ligne de compte que, bon, il y a une SNA, il y a une SANB, il y a des regroupements associatifs de tout genre, il y a des universitaires, il y a des gens de la société civile, il y a des gens qui revendiquent, qui ne sont pas forcément à la revendication politique, etc. Donc, tu as toutes sortes de gens. Donc, il faut savoir canaliser un peu ces forces vives-là. Puis c'est un peu ce que je disais en conclusion, c'est que de réinventer la roue ou de perpétuellement créer une nouvelle structure, c'est peut-être pas la meilleure solution. À mon avis, il faut avoir ces discussions-là à l'intérieur des réseaux qu'on a déjà. Et donc, c'est quoi l'objectif visé? À mon avis, c'est pas de créer une nouvelle structure pour créer une nouvelle structure. C'est rassembler les gens, en tout cas, dans une assemblée. Peut-être, ou c'est peut-être que, dans le fond, quand les gens s'imaginent une nouvelle structure, ils ont un besoin qui a besoin d'être articulé. Puis ce besoin-là, il y a peut-être une organisation existante qui peut le canaliser, qui peut... c'est ça, là, je me permets une intervention, même si je préside. D'un côté, j'entends, oui, il y a une société civile qui s'est développée avec les années. D'un autre côté, ce que j'entends, c'est un appel à la mobilisation aussi, puis un constat qu'ils n'ont réagi peut-être pas suffisamment là, face à ce qui se passe. Donc, est-ce que la société civile qui est en place fait ce qu'il faut face à la situation? Puis les gens dans la salle peuvent... Les bonnes questions de sociologue. Mais je rattachais à ce que j'ai dit, c'est une excellente question, Éric, c'est un peu la poule et l'œuf. Est-ce qu'il y a un mouvement sans revendication, et on a besoin d'une revendication et d'un mouvement? Je pense que la société civile est ouverte à ça. La société civile, là je parle de l'Acadie, de la francophonie acadienne, mais moi je pense que c'est vraiment les leaders qui donnent le ton. C'est que les gens, il y a comme une espèce de consensus social qui existe ou qui n'existe pas, puis les gens sont d'accord avec certaines choses. Puis si on faisait un sondage, est-ce que vous êtes pour l'abolition de vos droits constitutionnels? Qu'est-ce que les gens diraient? Mais est-ce qu'ils vont manifester dans la rue pour leurs droits constitutionnels? Probablement pas. Alors, je pense que c'est comment on est capable, au niveau des institutions qui existent déjà, au niveau des leaders de la communauté, des gens qui ont réalisé des choses, puis qui prêchent par l'exemple, et qui font qui ont des faits d'armes, qui ont des accomplissements. Et donc, comment on mobilise ça? Comment on fait part de nos réussites? Puis comment on défile? On a un projet à bâtir, puis je pense que ça devrait être tout ça. Et que c'est pas chacune des personnes ou des institutions qui tirent sur sa couverture, qui disent « Ah, ça, c'est mon projet ». C'est quand la nature humaine étant telle que, on veut réaliser des choses et tout ça, mais parfois, quand l'organisation à côté ou la personne à côté réalise des belles choses, j'aurais aimé de s'acheter, j'aurais aimé d'y faire partie, j'aurais aimé d'avoir cette réalisation-là moi aussi, mais c'est peut-être de dire, de donner à César ce qui revient à César, puis de féliciter cette personne-là. Et donc, d'avoir des conditions réunies que, quand les leaders donnent l'exemple, la mobilisation de la société civile est beaucoup plus présente. Comme moi, à mon avis, les mouvements étudiants, là,
Il y a des jeunes ici, tu sais, je sais pas, moi, les mouvements étudiants, ils ont des choses à dire. Les gens qui étaient dans le mouvement étudiant de la FECUM, là, où ils sont rendus aujourd'hui, tu sais, je sais pas, je vois sur les médias sociaux, on célèbre les 25 ans, je ne sais trop, de la FECUM, là. 50 ans. OK? Ben moi, j'en connais. Vous en connaissez vous aussi. Il y en a dans la salle ici. Il y en a qui sont devenus ministres. Il y en a qui ont des positions très importantes. Il y en a qui ont des belles carrières dans leur domaine qu'ils ont choisi, qui sont devenus universitaires, qui sont devenus artistes, qui sont devenus je ne sais trop. Et donc, ces gens-là, on sont allés à la bonne école, là, qui sont devenus députés provinciaux, tu sais, tout récemment. Donc, ces gens-là ont des choses à dire. Donc, ce que le mouvement jeunesse va faire, ou le mouvement jeunesse va nous apporter, c'est important. Et donc, ils font partie de cet assemblage-là de ce que j'appelle les leaders acadiens. C'est des personnes, mais c'est aussi des institutions. Donc, pour moi, c'est de pas réinventer la roue, c'est de ne pas créer quelque chose qui est artificiel, en quelque sorte, parce que c'est pas mon article qui va faire descendre des gens dans la rue, puis c'est pas ton article savant qui est très recherché, puis qui est solide, puis qui tient la route, puis qui a l'estime de tous tes collègues sociologues. Ma grand-mère va peut-être pas le lire. Mais ma grand-mère, par contre, elle va peut-être dire, ben oui, si tu simplifies la thèse que tu défends, ma grand-mère, oui, ça prend le bon sens, puis j'achète ça, moi, puis ce que je peux faire, puis ce qu'elle va faire dans son... Madame? Je crois qu'on est dans un creux de vague épouvantable. Parce que juste le fait d'avoir perdu, je n'ai pas écouté votre conférence, je m'en excuse, j'étais à un concert, mais juste le fait d'avoir perdu la francophonie, les Jeux de la francophonie ici en 2021, et que personne, puis qu'en plus on avait un jeune premier ministre qui venait directement de l'Université de Moncton, et que ça s'est effrité jusqu'à temps de tomber à terre, et puis qu'il n'y a pas eu de réaction de la part. Il y a eu 15 dans mon Acadie Nouvelle, que je lis tous les jours. La dernière journée, quasiment avant l'ultimatum, il y a eu 15 organismes là, qui se sont levés pour écrire un texte, mais c'était trop tard. Alors, puis par après, hein? Qu'est-ce qui s'est passé une fois que la nouvelle a été annoncée? Puis qu'est-ce qui s'est passé quand M. Gauvin nous a dit en plus au fédéral, écoutez, là, nous allons avoir une date butoir, c'est le 30 janvier, puis si vous ne donnez pas de réponse, et si vous n'augmentez pas, on ne savait même pas où allait l'argent. On n'a jamais su. Qu'est-ce qu'il y aurait comme amélioration? Y aurait-il des installations, les artistes? Y aurait-il plein de jeunes? On n'a rien su. Alors, nous sommes dans un creux de vague. Moi qui demeure ici depuis 40 ans, nous sommes dans un creux de vague épouvantable. Je suis découragée. Suis découragée de voir cette apathie où on aurait pu avoir... Moi, j'étais chauffeur lors du grand sommet de la francophonie en 1999. Monsieur Irving nous avait prêté 100 voitures blanches. Moi, je roulais avec mon délégué. J'étais heureuse comme une princesse. Ça se passait, il y avait plein de choses. On parlait, il y avait des projets. Wow! Quand j'ai vu que là, ça tombait à terre, ben, je suis tombée à terre avec. Dans le fond, elle dit un peu ce que tu dis avec un peu plus d'émotion. Oui! Moi, j'essaie de faire une présentation universitaire rationnelle. C'est le manque de réactivité que tu as constaté aussi. Oui, mais je comprends, madame. Donc, dans le fond, au lieu d'aller au concert, vous allez venir réfléchir de concert avec nous. Je ne partage pas votre pessimisme, j'essaie de trouver un euphémisme pour dire pessimisme, mais peut-être, oui, il y a un creux de vague, mais je pense qu'il y avait comme un concours de circonstances, il y avait beaucoup de circonstances qui militaient contre les Jeux après ma barre. C'est-à-dire que c'était une question et c'est un peu le reflet de la difficulté, et ce que disait Mathieu, c'est de rendre des choses francophones beaucoup plus visibles dans l'espace public. C'est devenu très difficile ou politiquement dangereux pour certaines personnes, et les gens on peut difficilement vendre tout ça. Moi, j'ai trouvé, par contre, qu'il y a des leçons à tirer de cette expérience-là. Est-ce que c'est...
moi, je pense que c'est un épisode malheureux. Il y a une occasion ratée. Moi, c'est ce que je me désolais d'entendre, c'est que les Acadiens n'ont pas immédiatement défendu les Jeux lorsque c'est sorti, la nouvelle est sortie en décembre. Les gens ont été très frileux au début. Ils sont réveillés peut-être un peu plus tard, mais les gens étaient craintifs. C'est qu'il y avait un manque d'information. Il n'y avait peut-être pas le consensus autour de l'événement. Et moi, je trouve que les Acadiens se sont réveillés, se sont mobilisés. Puis moi, je trouve que la lettre, je ne sais pas si c'est là où vous allez, Mme Lambeau, mais je trouve que la lettre que la SNA a sortie par la suite donnait... Et ça sort de c'est la SNA, c'est vous. Voilà. Et donc, la lettre qu'on a sortie disait un peu ça. Il y a une occasion diplomatique qui est à voir et que l'Acadie doit toujours faire partie de cette francophonie. Et donc, il y a comme une occasion qu'on a perdue, mais on ne l'a pas perdue à jamais. Et donc, il y a un désir de l'Acadie de se mobiliser en fonction de tout ça. Et donc, les Acadiens savent que ces jeux-là, bon, il y a un coût à payer, évidemment, mais il y a une opportunité à saisir. Et donc, on doit travailler sur ces opportunités-là à saisir. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? J'ai perdu le compte. Madame Lambeau, oui, je parle. Madame Lambeau. Ben, c'est juste sur la question des jeux, mais c'est parce que ça revient sur d'autres éléments. Quand on parle d'un contexte, là, c'est ce qui est arrivé pour les Jeux. Là, tout le monde, je pense, en Acadie, était fier de recevoir les Jeux. Tout le monde se préparait pour les Jeux. Tout le monde faisait des plans pour les Jeux. Oui. Puis pas juste en Acadie, mais ailleurs dans la diaspora. Tout le monde voyait ça comme un moment privilégié. Puis en plus, qui faisait le pont entre le congrès de 2019 puis le congrès de 2024. Alors, c'était dans une lancée. C'est la bombe entre les Jeux à 17 millions puis les Jeux à 130 millions qui ont déstabilisé tout le monde parce que tout le monde a vu là, oui, mais si le gouvernement va couper en éducation pour financer ça, s'ils vont couper en santé, s'ils vont couper chez... Alors, ça s'est focalisé sur les restrictions budgétaires pour un gouvernement qu'on venait d'élire. Ça a pris du temps à reprendre le souffle. Et le seul fait d'avoir mis une date butoir du 30 janvier, je ne suis pas sûre qu'au 19 février ou au 20 février, on en serait à la même place. Il y a beaucoup d'éléments. Je n'essaie pas de nous disculper personne. J'essaie juste de dire que la capacité de se mobiliser sur cette question-là était très, très difficile dans le contexte. Oui, puis je pense pour l'enchérir un peu là-dessus aussi, je pense que c'est un peu inutile d'essayer de déposer le blâme sur qui que ce soit en ce moment-là, mais que c'est ça, ultimement, les circonstances faisant en sorte que c'était très difficile de réagir de façon immédiate à la crise, notamment à cause du chiffre du 130 millions constructifs. Puis également, c'est impossible de savoir les intentions du gouvernement Higgs depuis le début de tout ça. Mais pour moi, personnellement, je pense que le fait que la nouvelle ait explosé juste avant le congé de Noël, je ne pense pas que c'est une coïncidence. Puis justement, le fait qu'ils aient tellement misé sur les 130 millions, alors qu'on a vu par la suite qu'il y avait possibilité de peut-être organiser des jeux à 80 millions, 61 millions. Sauf, Eric, qu'il y avait un gouvernement avant qui savait déjà que c'était 130 millions, puis qui aurait pu réagir aussi. C'est pour ça que je ne cherche pas des blancs, je dis juste que tout le contexte fait... Oh non, là, je ne vous vise pas du tout dans mes propos, mais plutôt pour expliquer, c'est ça, s'il y avait un retard dans la réaction des organismes dont nous faisons tous les deux parties, je pense que c'est parce que c'était pas super clair. C'est depuis le début, qu'est-ce que tu as... Les cartes n'étaient pas toutes sur la table. Ce que j'essaie de dire, c'est que le peuple acadien était confronté à 130 millions, puis on dit, ben, c'est trop cher. Ouais. On a tout figé là. Dans le fond, on dit la même chose. On ne savait pas à quoi ça servait, ce 130 millions. Vous aviez toutes les... Je pense que vous avez toutes les deux raisons, dans le sens où il y a c'était pas anodin quand est-ce que la nouvelle est sortie. Puis je pense que le point de Mme Lambeau est extrêmement important, c'est qu'il n'y a pas eu le temps d'avoir le débat social qu'il aurait dû avoir bien avant. Et donc là, quand on sort une nouvelle, on donne une partie de la nouvelle, on réagit sur cette nouvelle-là et non pas le débat de fond de dire, OK, mais on va faire les jeux, est-ce qu'il faut faire des sacrifices? Donc je pense que même les Acadiens allaient dire, OK, mais
on va avoir un budget, on ne va pas avoir un budget à 130 millions, on va avoir un budget raisonnable, on va faire des sacrifices, on va peut-être... Tu sais, je pense que les francophones, s'il y avait eu une ouverture de la part des décideurs de dire, ben, on va avoir des jeux, puis comment on y arrive ensemble, les Acadiens auraient mis l'eau dans leur vin, on aurait fait des sacrifices, on aurait trouvé des solutions. Et les anglophones aussi? Probablement. C'était dans leur intérêt aussi. Effectivement, parce qu'il y a une opportunité à saisir là. Et ce qui est dommage, c'est qu'on semble... Et il y a beaucoup de décideurs politiques qui font comme ça. Et moi, les textes que j'ai sortis, que je n'ai pas vraiment défendu les jeux, si vous me relisez, là, c'est pas ce que je disais, c'est que je disais qu'on minimisait les avantages non économiques des jeux. Et le débat n'était pas là. Le débat était, ça coûte quelque chose. Mais la question, c'est pas combien ça coûte, c'est qu'est-ce que ça rapporte. Ou qu'est-ce qu'on doit faire pour les payer, ces jeux-là. Et donc, c'était plus une question de retour sur l'investissement, puis est-ce que ça vaut la peine d'investir, de faire un sacrifice X, de financer des jeux dans un contexte difficile pour le bénéfice que ça rapporte. Et ce que vous dites, et ce que d'autres disent, c'est qu'il y avait des plans, il y avait des intentions, puis même juste sur la question de l'immigration. Alors, moi, si je suis un immigrant belge, ou français, ou du Maghreb, et j'entends parler de cette belle Acadie, je veux immigrer au Canada, je dis, ben, pourquoi je ne vais pas en Acadie, je suis boulanger, ou j'aime le homard, puis je veux avoir mon petit restaurant de homard au bout d'une roche à petit rocher, et puis je veux m'emmener en Acadie, puis je lis les journaux, puis je dis, ben, hey, qu'est-ce que c'est ça? Le gouvernement n'aime pas les francophones, le gouvernement annule les jeux, mais est-ce qu'ils sont capables de gérer, c'est ça? Donc, on a toute une question d'image publique à refaire au niveau de ce qu'a signifié la perte des jeux. Mais moi, je pense que c'est peut-être que les Acadiens doivent dire, mais voici les projets mobilisateurs, voici quelque chose qui est important pour nous, puis qu'est-ce que c'est important là? Pourquoi c'est important? Quelle occasion qu'il y a à saisir? Je pense qu'il y avait une intervention de Mathieu, puis on est rendu à 1h25, c'est pas mal vers la fin de notre conférence midi. Ça serait la dernière intervention. Un mot de la fin, Ricky, après ça, puis mais je sens qu'on aura matière à faire un post-mortem des jeux éventuellement, un post-mortem collectif. Ben, ouais, vous pensez pas qu'on surfait un peu les retombées à la fois diplomatiques, démographiques et économiques essentiellement, disons-le pour ce que c'est des pistes pelouses de 2 semaines. Et on voit on voit Calgary par exemple, qui se retire d'un bid pour les Olympiques. On voit le problème qu'on a avec des coûts qui explosent pour des événements qui ne rapportent jamais ce qu'on a promis. Puis on le voit avec la construction des stades, etc. Et moi, je vois bien, et je serais d'accord avec toi pour dire qu'on a besoin de se mobiliser pour des choses. Là, pour le coup, je ne suis pas sûr si c'était la bonne place où, étant donné ce qui se passait, mettre nos énergies pour les sauver à tout prix. Parce que je ne suis pas sûr que la vitalité de notre communauté en dépendait, ni notre image collective. Ce n'était pas l'Acadie qui les organisait de toute façon, c'était le Nouveau-Brunswick. Des fois, c'est pratique de ne pas avoir un État à soi. Ça nous permet de nous cacher. Oui, ben, l'autonomiste que je suis dirait c'était les jeux de Dieppe et Monta. C'est un peu, ça fait partie de la game politique de dire, ben, c'est leur jeu, c'est pas nos jeux. Il y avait une espèce de déresponsabilisation à ce niveau-là. Mais j'ai tendance à être d'accord avec toi, Mathieu, que c'est la vie de l'Acadie, on va survivre. L'Acadie ne dépendait pas que de ces jeux-là. À mon avis, c'est une occasion manquée, mais et ce qu'on a manqué, c'est un peu de temps de faire le deuil, dans le fond, de s'approprier les jeux. Il me semble que c'est ça. La population n'a pas eu le temps de s'approprier les jeux et d'en faire les jeux acadiens, les jeux à l'image de l'Acadie, ou de faire justement les liens. Parce qu'il ne faudrait pas se leurrer. Moi, j'ai grandi dans le sud-est, là, OK? Si vous avez 2 minutes, je vais vous parler en chiac. Puis Jean-Marie, quand je travaillais à Radio Beau Séjour, j'avais un gros accent. J'ai pas l'accent que j'ai là. Mais il y a eu des changements psychologiques et, à mon avis, identitaires dans l'Acadie du Sud-Est avec les congrès mondiaux, avec le congrès mondial acadien, avec les sommets de la francophonie en 99. Fait que ça, ces retombées-là, on les voit là. C'est difficile en ce moment de se projeter dans l'avenir, de dire quelles vont être les retombées des jeux. Mais si la tendance se maintient, ou si l'histoire est porteur d'avenir,
il y a des chances à parier que ça aurait été plus qu'une pelouse. Il y aurait eu des retombées dont on serait, dans 10 ans, dans 20 ans plus tard, on aurait dit, ah ben ces jeux-là, ils ont rapporté des choses. Et il y aurait des choses concrètes qui auraient été faites. Parce que moi, je les vois plus dans une forme de continuité, d'une maturité de l'Acadie que des jeux, etc. Puis, je pense que c'est pas... la position que j'ai prise, c'est pas tellement que j'étais pour les jeux, que j'étais... Ben, on a les jeux, puis il me semble qu'il faut bien les faire. Et donc là, les circonstances sont telles qu'il faut peut-être modifier le tir à prime abord. Mais je pense que les jeux... peut-être que les jeux serviraient à mobiliser les gens. Je ne sais pas c'est quoi les enjeux de l'art qui mobilisent les gens ici. Il y a peut-être d'autres projets, c'est sûrement d'autres projets collectifs qui vont émerger, faire consensus. Puis moi, je pense que c'est... je suis relativement optimiste pour l'Acadie. Je pense qu'on a énormément d'avantages, énormément d'outils, énormément de flèches dans notre trousseau, puis on a juste à nous en servir. Vous avez juste à faire les choix de société qui vous conviennent. Merci. Merci Ricky. Merci à tout le monde. À la prochaine.